Jean est économiste, professeur dans de nombreuses universités. On va dire, je ne sais pas, plus exactement aujourd'hui, mais surtout ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est ces trois caractéristiques. Jean a été pendant très longtemps directeur de l'Institut Bruegel et donc a une vue européenne des sujets très, très pointus. Et évidemment, pour notre sujet, pour le sujet qui, je vous le rappelle, de ce cycle de petit déjeuner, comment réussir la transition énergétique, c'est évidemment une dimension absolument essentielle. La deuxième caractéristique de Jean Pisani-Ferry, c'est qu'il a été pendant plusieurs années commissaire général, je ne sais pas si c'est le titre exact, oui, c'est toujours le titre, commissaire général de France Stratégie, ex-commissariat général au plan. Et donc à ce titre, évidemment, les sujets du long terme sont des sujets qui l'ont intéressé particulièrement. Et puis enfin, et c'est peut-être la troisième caractéristique qui nous intéressera le plus, Jean a piloté le projet présidentiel d'Emmanuel Macron. Et donc évidemment, ça nous intéressera qu'il nous en dise un mot. Il y aura peut-être des questions sur à la fois la façon dont a été confectionné ce projet et puis aujourd'hui sa mise en œuvre. Ça nous intéresse particulièrement, Jean, de ta présence. Comme tu me l'as dit toi-même, l'écologie n'est pas ton premier langage. Tu as d'autres langages avant l'écologie. Mais c'est la logique de ce cycle de petit déjeuner, aussi d'inviter des gens qui, sans forcément avoir une vision de départ très, très aiguë de ce sujet, ont pris conscience que ce sujet est absolument incontournable et c'est notre point de vue ici à la Fabrique écologique et qu'il surplombe la plupart des autres sujets. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui dans une urgence très grande en matière climatique et avec un décalage tout à fait considérable entre cette urgence et les politiques menées dans les différents États en matière de climat qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait pour arriver à régler ce sujet dans les prochaines années ou dans les prochaines décennies. Donc ce décalage, nous, à la Fabrique écologique, on y travaille beaucoup. On a publié plusieurs notes sur le thème. Une de nos logiques importantes, c'est de se dire il y a toute une série de bonnes initiatives qui se déroulent sur les territoires ou dans les entreprises. Comment faire en sorte de démultiplier, de généraliser ces initiatives pour avancer plus vite et plus fort en matière de transition énergétique. Et donc ton intervention, évidemment, sera extrêmement utile pour nous éclairer sur ces différents sujets. Voilà, comme d'habitude, je te passe la parole pour un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'il te faudra, à vrai dire. Ensuite, débat, et puis une petite conclusion, et on termine à 10 heures comme prévu. Voilà, à toi, Jean. Merci Jérôme, merci de m'accueillir. Tu as raison de dire que ce n'est pas mon habitat initial. C'est même pas un sujet sur lequel j'ai professionnellement beaucoup travaillé. Enfin, j'ai pas un domaine sur lequel j'ai écrit, mais enfin, c'est un domaine qu'on n'ignore pas. Et j'ai pensé que ce qui serait utile, ce serait que je vous dise comment, justement, dans cette position d'un peu d'extériorité, par rapport au sujet qui vous préoccupe, quel est le type de questions que j'ai et dont j'aimerais débattre avec vous. Et quand je réfléchissais à ce que je pouvais vous dire, je pensais qu'au fond, le thème unificateur de ma perception des choses, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude parce que, pour une série de raisons que je vais vous présenter, il me semble, le thème général est un peu celui que tu disais, c'est-à-dire le décalage entre une forme de discours et la réalité, et un décalage qui se nourrit aussi d'une difficulté à percevoir l'ampleur des enjeux et la nature de ce que ça va impliquer. Alors je commencerai par l'accord de Paris. Je pense qu'il y a aujourd'hui une surestimation de ce qu'on peut en attendre. Alors il ne faut pas se tromper, l'accord de Paris a été évidemment une divine surprise. De pouvoir retrouver un consensus qui semblait mort, qui semblait s'être dissipé, en tout cas n'avoir pas émergé à Copenhague.
Et je pense que le choix qui a été fait de privilégier la formation du consensus, de privilégier l'engagement des uns et des autres, de privilégier le fait de dire il y a un objectif commun, chacun va y contribuer à sa manière, c'était probablement la meilleure chose qu'on pouvait faire. Et je ne partage pas complètement les critiques que font les économistes sur l'accord de Paris. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a dit notamment Jean Tirole. Jean Tirole est extraordinairement critique. Il dit il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de dispositif qui conduise à ce que les différents pays mettent en œuvre les politiques qui correspondent à leurs intentions. Et quand bien même ils arriveraient à atteindre les objectifs qu'ils ont déclarés être leurs intentions, ceci serait massivement insuffisant. Bon, ça c'est la critique de l'économiste qui pense qu'on ne peut atteindre des objectifs en utilisant les instruments de premier rang, c'est-à-dire un prix mondial du carbone ou un système de type plafond avec échange de quotas. Simplement, ces deux instruments sont totalement hors d'atteinte, donc il était naturel de chercher autre chose. Et que ce qui me frappe, c'est que quand on réfléchit à ce qui s'est mis en place, ce qui est intéressant, c'est que ce qui s'est mis en place, au fond, c'est, si on pense aux conditions dans lesquelles ça pourrait néanmoins avoir de l'effet, ça pourrait néanmoins marcher, il y a une combinaison d'une communauté épistémique qui a fait reconnaître ce qu'elle juge être la vérité des tendances et des risques. Il y a un certain nombre d'acteurs de niveau infra-étatique qui se sont engagés. Il y a un certain nombre d'États qui ont, même la très, très grande majorité des États qui ont contribué, en tout cas qui se sont inscrits dans cette perspective. Et ce qui peut marcher, c'est que à un moment, des entreprises, des acteurs économiques se disent la probabilité d'une transition est suffisamment forte pour qu'on ne puisse pas rater cette occasion. Et celui qui a le mieux formulé, c'est Philippe Aghion avec une série de co-auteurs dans un papier qui date significativement avant l'accord de Paris, quand il disait le problème de la transition écologique, c'est un problème de nature du progrès technique. On a un progrès technique qui est massivement biaisé en faveur de technologies sales. Rien ne nous dit que les technologies propres ne peuvent pas rattraper, mais simplement, elles ont un énorme retard lié à tous les investissements qui ont été faits sur des technologies sales et pas sur des technologies propres. Et au fond, l'accord de Paris, c'est de cristalliser le fait que des acteurs économiques ont suffisamment d'intérêt, il y a suffisamment de crédibilité pour que ces acteurs économiques jouent cette carte et que du coup, on passe le seuil qui permet à la technologie sale de rattraper, la technologie propre de rattraper la technologie sale. Bon, c'est comme ça qu'on peut le formuler, mais c'est tout de même extraordinairement fragile. Tout de même extraordinairement fragile parce que qu'est-ce qui nous garantit qu'entre ce que produit l'accord et le montant d'efforts en recherche-développement, le montant d'investissement qu'il faut pour passer ce seuil, qu'est-ce qui nous garantit qu'il y a une combinaison entre les deux, une cohérence entre les deux? Qu'est-ce qui nous garantit que tout cela va produire dans les délais attendus le niveau d'effort correspondant à l'objectif qui est fixé globalement? Tout ça est très loin d'être certain, en dehors même de la question de l'attitude des États-Unis. Donc il me semble qu'on vit un peu sur l'idée qu'on a un accord qui a tout changé. C'est vrai qu'il a tout changé, mais en même temps, c'est vrai qu'il est extraordinairement faible et fragile. Donc premier sujet d'inquiétude, c'est autour de quoi se coordonne l'espoir d'une transformation reste relativement faible. Deuxième sujet d'inquiétude, la sous-estimation de l'effort à accomplir. Quand on regarde les chiffres, j'avais regardé ça un peu quand j'ai travaillé sur le grand plan d'investissement, on est quand même frappé du fait que notre pays n'est pas en avance, ni pour les véhicules, ni surtout pour les bâtiments.
que là, plus de 90% des logements qui doivent être rénovés, on a 8 millions de passoires thermiques, on a 380 millions de mètres carrés de bâtiments publics avec une capacité d'investir dans leur rénovation qui est limitée. On a, si on regarde les calculs qu'ont fait les macroéconomistes, et ils ne me semblent pas nécessairement être particulièrement disons, excessifs dans leur appréciation de ce qu'il faudrait faire, on est sur des chiffres de l'ordre de 50 milliards d'investissements par an qui seraient nécessaires, on est nettement en dessous. Bon, le fait que le discours soit là ne suffit pas. Hein. Et il me semble que ce n'est pas par magie que ces choses vont se faire, c'est parce qu'il y aura eu un effort d'investissement suffisant. Je regardais d'ailleurs, je vais tout à l'heure à la Banque de France pour un panel sur tout à fait autre chose. Il y avait une statistique qui donnait sur le jugement des entreprises sur l'efficacité énergétique de leurs bâtiments. En France, on est tout en bas de l'échelle européenne du point de vue de l'appréciation par les entreprises elles-mêmes de l'efficacité énergétique de leurs bâtiments. Donc on a quand même un retard accumulé qui est considérable. Et il me semble pas nécessairement une complète conscience de l'ampleur de l'effort à accomplir. Troisième élément, je pense que le débat sur la croissance est très mal posé. Parce que le débat sur la croissance, aujourd'hui, en tout cas dans le débat public, mais pas seulement dans le débat public, il oppose la croissance et l'environnement. Et je pense que c'est une erreur profonde. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on a un objectif, on doit partir de cet objectif, on doit partir des finalités et on doit en déduire ce que ça peut impliquer en termes de croissance. Si même, très bien, mettons la croissance au second rang, mettons pas la croissance au premier rang. Disons, la finalité, c'est une finalité de bien-être. Dans la finalité de bien-être, les aménités environnementales comptent plus que le bien-être matériel. Très bien. Quelle est la conclusion auquel ça conduit en termes de croissance? Il me semble que c'est comme ça qu'il faut raisonner, et non pas en l'opposant a priori l'un à l'autre. Opposer l'un à l'autre a priori, ça me semble d'abord extrêmement naïf et conduisant à des résultats assez absurdes, puisque si on parle d'émissions, si on veut réduire les émissions et arriver à la neutralité carbone, et si on veut faire ça en jouant sur la croissance, c'est pas simplement la croissance qu'il faut réduire, c'est le PIB qu'il faut vitrifier. Hein, puisque c'est une émission zéro, en jouant sur la croissance, ça veut dire ne plus avoir d'activité économique. Donc il est clair que ce n'est pas ça la solution. Il est clair que la solution, elle ne passe pas, elle passe, enfin, par rapport à l'ampleur des efforts qu'il faut faire, la variable taux de croissance est tout à fait du second ordre. Hein, puisque si on parle d'arriver à la neutralité carbone en 2050 et qu'on cumule la croissance qu'on pourrait avoir spontanément d'ici 2050 en étant à un taux de croissance de 1 ou 2% par an, on voit bien que ce n'est pas dans l'ordre de grandeur de ce qu'il faut faire. Même si on arrêtait cette croissance, ça aurait une contribution relativement mineure à l'effort qu'il faut faire. Donc ce n'est pas ça le bon modèle. Le bon modèle, c'est un modèle dans lequel on change la nature de la croissance, on change son contenu, et on part des finalités et on en aurait déduit ce que ça implique. Et ce que ça implique, fondamentalement, c'est de l'investissement. Fondamentalement, c'est notre problème, c'est qu'on a un stock de capital qui est un vieux stock de capital, qui ne correspond pas à ce qu'on souhaite aujourd'hui. Donc il faut le remplacer. Il faut investir dans de la recherche, et puis ensuite il faut investir dans du capital pour le remplacer. Et quand on remplace du capital par un nouveau capital, ça fait de l'investissement. Et si ça fait de l'investissement, c'est un facteur de croissance. Alors c'est un facteur de la destruction du capital, c'est un facteur en lui-même, évidemment, de réduction des capacités de production, mais en même temps, sa substitution par un nouveau capital, c'est un facteur de croissance. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, après une économie de guerre, lorsqu'on doit reconstruire et qu'il y a eu des stocks de capital qui a été détruit. Cette fois-ci, c'est nous qui devons le détruire.
Donc c'est pas du tout évident que ça n'implique pas, par le canal de l'investissement, un effet positif, en tout cas un effet positif temporaire sur la croissance. Et puis dernier point, je pense que c'est assez maladroit de construire une opposition politique entre croissance et préservation de l'environnement. Il y a un côté double peine pour un certain nombre d'agents économiques, notamment pour les ménages, auxquels on va dire d'un côté vous devez payer plus cher parce qu'on va vous faire payer un certain nombre de choses que vous ne payez pas aujourd'hui, et de l'autre vous aurez moins de pouvoir d'achat parce que vous aurez moins de croissance. Donc il me semble que politiquement c'est assez dangereux, et qu'il serait préférable de chercher un nouveau consensus sur la nature de la croissance plutôt que de mettre en scène cette opposition. Je ne dis pas que vous la mettez en scène, mais je dis qu'elle est mise en scène. Elle est mise en scène, elle est dans les perceptions courantes, elle est très très dominante. Dernier point, je pense qu'on sous-estime l'ampleur des problèmes distributifs. C'est très frappant de voir à quel point les mesures qu'on a commencé à prendre ont un impact distributif massivement défavorable aux catégories les plus basses dans l'échelle des revenus, auxquelles on peut ajouter le fait de vivre dans un environnement périurbain ou dans un environnement rural, etc. Si je prends les chiffres qu'a calculé l'OFCE, la taxe carbone à 70 € par tonne, c'est 1,8% de baisse du pouvoir d'achat pour le premier décile des revenus, et c'est encore plus pour les ménages qui sont dans un environnement rural ou périurbain. Ça ne comprend pas le coût d'investissement et ça va évidemment continuer puisque c'est une étape dans une évolution qui doit être plus longue. En face de ça, qu'est-ce qu'on met ? On met des mesures d'ampleur limitée pour compenser cela. Prime à la casse, aide à la rénovation pour les passoires thermiques, qui vont être très concentrées sur certaines catégories, parce que pour des raisons budgétaires, donc vraiment sous conditions de ressources, qui vont être une fraction du coût que ça représente. Pour tous les ménages qui ont un véhicule diesel, dont la valeur du véhicule diesel s'est effondrée, il y a une perte de richesse considérable. Bon, on ne va pas du tout compenser ça, on va leur donner un peu d'argent pour s'acheter une voiture neuve, mais enfin le fait que la valeur de leur revente de leur voiture s'est effondrée, ce ne sera pas compensé. Le potentiel d'insatisfaction que ça comporte, alors même qu'on n'est qu'au début de cette évolution, est quelque chose dont il faut s'inquiéter. Rappelons-nous, moi je suis très traumatisé par l'affaire de l'écotaxe. Rappelons-nous l'affaire de l'écotaxe, consensus général, vote du Parlement, et puis mouvement de révolte qui conduit un gouvernement à capituler en race campagne. On n'est pas du tout garanti contre ça. L'ampleur des efforts qu'on peut consentir pour redistribuer et pour compenser les ménages à faible revenu est très limité. Il n'est pas à la mesure de la perte de revenus qu'ils vont devoir consentir. On a, pour un certain nombre de raisons, une fraction de la population qui va considérer qu'elle paye pour les autres, qu'il n'y a pas de raison qu'elle le fasse, que par ailleurs, tout ça, c'est au nom d'un effort dont le résultat n'est pas certain, puisque le résultat dépend du comportement de tout un ensemble d'autres pays. Donc on a quand même les éléments d'une équation politique qui me paraît particulièrement dangereuse. Je crois vraiment qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Voilà, donc pour ces 4 raisons, je trouve qu'il y a des motifs d'inquiétude. Alors, motif de satisfaction, c'est évidemment que, et ça tu faisais allusion à la campagne présidentielle, qu'on a eu pour la première fois un président qui a été élu sur une plateforme qui était assez explicite, de ce point de vue-là, même si ça n'a pas été un thème dominant de la campagne, c'était un thème explicite. On a un engagement sur l'accord de Paris qui est fort, sur l'opposition à l'administration américaine là-dessus. On a un certain nombre de mesures qui sont prises.
Donc il y a un virage, c'est clair. Maintenant, la montagne est très très haute. Merci beaucoup. Comme veut la tradition, je vais poser d'abord la question qui fâche, et puis ensuite je vous donne la parole à la salle. Tu es un observateur très fin et aiguisé des réalités européennes, et l'équation européenne sur ce sujet est quand même, en ce qui concerne le sujet majeur du prix du carbone, un vrai problème, en particulier pour trouver un accord franco-allemand sur l'évolution du prix du carbone. Alors, il y a des éléments d'évolution possible peut-être du côté allemand. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, au vu des réalités européennes que tu connais par cœur, quelles seraient les bases possibles d'un compromis entre la France et l'Allemagne sur ce sujet, qui est quand même la clé de beaucoup de choses, parce que si on arrivait à ça, ensuite très probablement d'autres pays européens s'y joindraient, et en termes de politique européenne, on avancerait beaucoup plus vite et on serait beaucoup plus cohérent par rapport aux engagements que l'Europe a pris. Comment tu vois cette équation que tout le monde recherche depuis plusieurs années, mais sur laquelle on n'arrive pas à déboucher? Je pense que le problème, il me semble, a une dimension en Allemagne qui est liée... Oui, qui est liée à la persistance d'une, je ne sais pas si vous dire une économie, mais enfin en tout cas d'une dimension charbonnière qui est présente, qui a du poids politique en Allemagne, qui a du poids politique compte tenu de la composition de la coalition, etc. Bon. Donc ça, c'est une réalité politique, ça ne doit pas être insurmontable. Ensuite, dans le dialogue franco-allemand, il y a la question du nucléaire. Et la question du nucléaire est toujours présente, puisque quand on dit aux Allemands, voilà, on va parler carbone, ils vous répondent assez facilement, est-ce qu'on peut parler aussi du nucléaire? Et donc, il me semble que c'est probablement la clé de l'affaire, c'est-à-dire que chacun, au fond, a ses problèmes d'héritage. Il y a l'héritage d'une économie charbonnière en Allemagne, il y a ce paradoxe du pays qui est engagé dans la transition de manière plus vigoureuse que beaucoup d'autres, mais qui du coup fait appel, puisqu'il a décidé de sortir du nucléaire, à des technologies qui sont particulièrement sales. Et donc cette contradiction violente dans sa politique énergétique. Et puis il y a notre problème d'héritage qui est l'héritage d'une technologie qui apparaît de plus en plus comme une technologie dont le temps est passé, compte tenu du coût de production du nucléaire, mais sur lequel nous avons beaucoup de mal à prendre complètement le virage. Voilà. Il me semble que c'est autour de ça que quelque chose peut se nouer entre la France et l'Allemagne. Maintenant, la France et l'Allemagne sont loin d'être les seuls problèmes, hein, puisqu'on a dans l'Union européenne des pays qui ont aujourd'hui une attitude très négative. On va retrouver les mêmes avec lesquels on a des difficultés sur d'autres terrains, notamment la Pologne, qui sont hostiles à une forme d'accord contraignant là-dessus. L'autre dimension, il me semble, sur laquelle on est ça c'est un problème collectif, la situation est loin d'être satisfaisante en Europe, c'est qu'évidemment l'équation énergétique qui est émissions, compétitivité et puis sécurité des approvisionnements, elle est beaucoup plus facile sur le papier à résoudre à l'échelle européenne qu'elle ne l'est à l'échelle nationale. Et on n'a pas réussi. C'est-à-dire on n'a pas réussi à constituer un système dans lequel on tire parti, au fond, de l'avantage comparatif des uns et des autres. On construit à la fois une sécurité collective, un système efficient sur le plan économique, donc favorable à la compétitivité, et un système qui est efficace du point de vue de la réduction des émissions. C'est très dommage parce que les avantages comparatifs plaident fortement pour cela. Ça veut dire un degré de confiance dans les uns et les autres, ça veut dire une capacité de solidarité. On retrouve au fond là
une série de problèmes qu'on trouve dans d'autres domaines européens, c'est-à-dire la capacité à jouer ensemble et à prendre le pari que les partenaires vont se comporter de manière convenable. Et ça, il y a beaucoup de réserves, beaucoup de doutes là-dessus. Et ça aboutit à des absurdités, hein, c'est-à-dire typiquement le fait de dire qu'on construit des fermes solaires en Allemagne, c'est absurde. Quand on est en Europe, on ne devrait pas faire des fermes solaires en Allemagne. C'est un choix économiquement non pertinent. Mais ça résulte du fait que l'équation est posée plus au niveau national qu'au niveau européen. Merci. Alors, je passe la parole donc à vous tous qui souhaitent s'exprimer, poser des questions. Voilà, qu'est-ce qui commence? Anne Bringot. Si vous avez la gentillesse de dire qui vous êtes, ça m'aidera. Bonjour, Anne Bringot. Je travaille pour 2 associations de protection de l'environnement, le réseau Action Climat et le CLER, qui est le réseau pour la transition énergétique. Alors merci à vous de parler de transition énergétique et écologique en parlant d'investissement et pas de coût, parce que souvent on entend parler du fait que ça coûte très cher, etc., alors qu'en fait ce sont souvent des investissements qui vont évidemment rapporter malheureusement sur un long terme, et c'est là où on a beaucoup de difficultés à trouver de l'argent sur un temps long. Mais c'est vrai qu'on a un retour sur investissement sur les énergies renouvelables, on a un retour sur investissement quand on rénove son logement, mais c'est sur un temps long. Alors l'étude I4C, le panorama des financements pour le climat, montrait que justement l'un des secteurs où on n'a pas assez d'investissement actuellement, c'est la rénovation des logements. Et là, c'est finalement les ménages qui vont investir pour la plupart sur leurs fonds propres ou auprès de banques. Et donc là, il y a un frein au niveau des banques à trouver un crédit et un taux intéressant et qui permettent d'engager effectivement la rénovation. Donc je ne sais pas si vous avez un avis sur le sujet. Et deuxième question, même s'il y a un investissement qui va être fait en général par des acteurs privés, l'État, avec ses fonds, va devoir aussi investir dans les secteurs ou les domaines où l'investissement privé ne peut pas se faire. C'est le cas de la rénovation énergétique des logements des ménages précaires, qui n'ont pour certains pas le premier euro à investir. Donc là, il y a vraiment une accélération à faire pour rénover ces logements pour les ménages dont vous parliez précédemment, qui vont être impactés par la hausse de la taxe carbone, par exemple. Et puis, l'autre domaine où on ne peut avoir que des investissements publics en grande partie, c'est les infrastructures de transport. On sait qu'on va changer de motorisation, mais il faudra en parallèle développer les transports collectifs, le train, les transports en commun, le vélo. Il faut des infrastructures pour cela, qui ont pris beaucoup de retard. Et donc, est-ce que vous partagez aussi cette vision que ces 2 domaines-là, la rénovation des logements des ménages précaires et les infrastructures de transport, restent prioritaires et doivent être financés prioritairement sur fonds publics? Sur le fait que c'est prioritaire, que c'est deux gros domaines faciles à identifier, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est un peu ce que je disais d'ailleurs, de manière peut-être un peu allusive dans mon propos introductif. Sur le fait que ça renvoie à une question d'investissement et à une question de financement, oui. Alors maintenant, quel type de financement on doit mettre en face de ce genre de questions? Il me semble que là, assez généralement, on a des investissements qui, sous un certain nombre de conditions de crédibilité de la trajectoire du prix du carbone, ont un rendement privé, et un rendement privé qui ne justifie pas nécessairement de faire l'investissement. Donc on a un rendement social, un rendement collectif qui est supérieur à un rendement privé. Donc on a un double problème, il me semble. On a un problème de crédibilité. Qu'est-ce qui fait qu'on va miser sur le fait que, en dépit de tout ce que je disais, c'est-à-dire toute l'incertitude qui demeure, tous les problèmes distributifs, tous les risques politiques qu'il peut y avoir, qu'est-ce qui fait qu'on va miser que des acteurs, mettons des acteurs qui n'ont pas de contraintes financières, est-ce qu'ils vont y aller? Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr.
On n'est pas sûr. C'est-à-dire, si vous êtes un investisseur privé, vous devez inévitablement valoriser le risque que tout ça ne se passe pas, que le gouvernement ne suive pas la trajectoire de prix du carbone qu'il a annoncé, que les engagements internationaux ne soient pas respectés, etc. Donc ça va vous freiner. Donc il y a ce premier problème à résoudre. Et puis le deuxième problème à résoudre, c'est le problème donc de l'écart entre le rendement social, le rendement collectif et le rendement privé. Alors il me semble que par rapport à ça, les instruments financiers de type plan Juncker sont une bonne réponse. C'est-à-dire des instruments financiers mixtes dans lesquels il y a une composante d'investissement privé et puis il y a une composante de prise de risque, voire une composante subventionnelle qui est une composante publique. Et donc l'instrument plan Juncker typique, ce qu'a apporté le plan Juncker, dont on ne savait pas très bien ce que c'était, mais au fond il est devenu très simplement un instrument de transformation du business model de la BEI, c'est d'utiliser des techniques de trenching pour dire on fait de l'investissement typiquement dans lequel on a une première composante qui doit être prise par une entité publique garantie par un budget. Une deuxième composante qu'une institution de type BEI peut prendre, qui est la composante un peu moins risquée, ce qu'on appelle la tranche mezzanine, et puis ensuite on a une composante qui peut être financée par le privé. Et comme ça, on démultiplie ce que peuvent apporter des fonds publics. Il me semble que le potentiel de cette technique est beaucoup plus grand que ce qu'on en fait actuellement. Aujourd'hui, la BEI fait à peu près 10 milliards, un peu moins de 10 milliards d'investissements par an en France dans ce cadre-là. Je pense que demain, les fonds structurels européens vont faire plus appel à ça. Enfin, je veux dire, quand on entend les bruits qui sortent de la Commission, c'est assez clair qu'il y a cette volonté dans le budget européen de faire plus. Et nous, on pourrait parfaitement au niveau national faire beaucoup plus appel à ce type d'instrument. Voilà. Donc, il me semble que si on fait ça, on résout une partie de l'équation. Alors, qu'est-ce qui reste ? Il reste comment garantir la crédibilité. À un moment, il faut que la puissance publique prenne le risque de dire je garantis. C'est-à-dire, enfin, il y a différentes manières. C'est pas simplement un engagement politique, ça peut être un engagement financier. Alors, on a vu avec l'affaire de l'écotaxe, j'ai oublié de mentionner que même l'engagement financier, ça ne suffisait pas, parce qu'on a capitulé en dépit du fait que ça a coûté à la puissance publique par rapport au contrat qui avait été pris. Mais enfin, il me semble que c'est un des éléments qui peut rassurer des investisseurs que de savoir qu'il y a une garantie que la trajectoire va être suivie. Et puis si la trajectoire n'est pas suivie, ça veut dire qu'il y a une pénalité, et cette pénalité va être payée d'une manière ou d'une autre. Donc il me semble qu'il y a cette composante-là. Il y a une autre composante qui est la question de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque on fait de la... Enfin, est-ce qu'il faut prendre en charge complètement, sous forme subventionnelle, des opérations de rénovation, par exemple, par rapport à des acteurs qui n'ont pas de capacité d'investissement du tout. Le problème des ménages précaires, c'est qu'ils n'ont pas du tout de capacité d'investissement. Donc, on peut dire, on va payer entièrement les travaux. Ceci dit, c'est pas nécessairement, enfin, pour les ménages propriétaires, ça a un impact sur la valeur du bien. Donc ça ne me choquerait pas qu'on trouve des moyens de dire qu'il y a une forme de retour sur investissement au moment de la transmission du bien et que du coup, il y a un investissement de long terme qui se fait dans le fait d'améliorer à la fois les conditions de vie, mais aussi le patrimoine de ménages à très faible revenu qui se trouvent être pas propriétaires de logement. À peu près la moitié des précaires sont propriétaires de logement, donc ce n'est pas du tout négligeable. Voilà. Il me semble que donc il faut aller dans cette direction et il faut résister à l'idée, dès qu'il y a un problème, on va prendre en charge complètement sur fonds publics. Il me semble qu'on est face à
des questions de telle ampleur qu'il vaut mieux essayer d'être créatif sur la manière dont on peut faire le meilleur usage des fonds publics. Oui, il faut des composantes subventionnelles, mais il faut des composantes subventionnelles qui soient bien mesurées à la nature du problème qu'on a en face. Merci. Alors, d'autres, Dominique, et puis ensuite on passera à Bonjour, Dominique Pialot de la Tribune. Par rapport à cet aspect crédibilité, comment est-ce que vous percevez, on va dire, les atermoiements du gouvernement actuel sur des sujets tels que la programmation pluriannuelle de l'énergie et le rétropédalage sur l'objectif de la loi de transition énergétique concernant la part du nucléaire à 50% en 2025 initialement, ou même sur la remise en cause éventuelle des appels d'offres éoliens offshore, dont les prix aujourd'hui apparaissent très élevés par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais qui ont été accordés il y a 6 ou 7 ans maintenant. Enfin, sur l'aspect en tout cas crédibilité par rapport au manque de stabilité des politiques publiques en matière de transition énergétique. Merci. La crédibilité, ça ne consiste pas à faire des annonces qui ne correspondent pas à ce qu'on peut faire dans la réalité. Je pense que l'objectif 2025 était un objectif dont on savait qu'il était peu réaliste, qui résultait d'un contexte politique. C'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Je veux dire, il ne faut pas annoncer, il ne faut pas sous prétexte que l'horizon est dans 10 ans, annoncer des choses dont on sait très bien que le quinquennat suivant devra les traiter et n'aura probablement pas la capacité de les traiter. Donc effectivement, il y a eu de l'ambiguïté dans la campagne là-dessus. Il me semble que le fait que cette ambiguïté soit dissipée, c'est plutôt une bonne chose. Ça plaît en direction de la crédibilité. Bon, de la même manière sur l'éolien offshore, je ne connais pas les détails de l'affaire. Mais c'est clair qu'il me semble que quand une technologie apparaît comme excessivement coûteuse par rapport, dans un contexte dans lequel les cours relatifs des technologies évoluent à toute vitesse, il faut savoir remettre en cause des choix en fonction du cours relatif des technologies. Encore une fois, on n'a pas les moyens de faire des investissements très, 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 très lourds sur des technologies qui s'avèrent trop coûteuses par rapport à ce qui est disponible. Sébastien. Une question que vous avez évoquée. Donc, Sébastien Delpont, Moitié s'est accompagné des organisations principalement privées dans leur transition énergétique et écologique. On se rend compte qu'un des gros freins de ces transitions, c'est qu'il y a des perdants. Et quand bien même on a 5 fois plus de gagnants, il y a quand même un perdant parfois. Typiquement le cas de la rénovation énergétique, il y a massivement des emplois qui vont se créer, mais parfois très diffuses et très centralisées. Là, des installations de production centralisées vont parfois se fermer. Et une question que se pose, et ma question, c'est en termes de politique publique, comment on accompagne les perdants et quel travail est mené là-dessus? Parce que ça semble l'un des plus gros freins. Je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est comment on accompagne les filières industrielles du passé à mourir dans la dignité. Et que c'est un vrai sujet, et qu'il faut arrêter l'acharnement thérapeutique pour promouvoir la filière nucléaire, la filière diesel, enfin il y a un certain nombre de filières qui vont devoir mourir. La question, c'est comment justement on le fait dans la dignité, sans casse sociale, avec l'accompagnement humain et de tous les gens qui y travaillent. Et quelles étaient un peu les réflexions de l'État sur ces sujets-là? Parce que je pense que c'est un point central du fait que la transition n'est pas assez vite, pas assez loin. C'est que l'incapacité qu'on a eue à accompagner, avec talent en tout cas, et humanité en tout cas, ces filières dont le futur est la fin. Hein, on voit bien en tout cas pour qui votent les gens qu'on n'a pas bien accompagné à la fin de l'industrie charbonnière en France. Sur le principe, je suis d'accord. Il faut distinguer les cas dans lesquels il y a des reconversions possibles, parce qu'il y en a un certain nombre dans lesquels il y a des reconversions. Et le fait que d'autres emplois se créent en grand nombre et dans des domaines qui sont connexes, ça permet d'envisager des reconversions. Et puis les situations dans lesquelles il n'y en a pas, soit pour des raisons géographiques, soit pour des raisons sectorielles. Les reconversions, on y arrive plutôt mieux que les situations dans lesquelles il n'y a pas de réponse. Dans les situations dans lesquelles il n'y a pas de réponse de ce type, compenser, c'est pas nécessairement compenser pécuniairement. On peut compenser pécuniairement, mais c'est pas une réponse
Ce sont des... Enfin, ce qui marche à la fin, c'est quand des territoires, quand des secteurs retrouvent une finalité, retrouvent une perspective. C'est pas parce que les gens ont été mieux traités du point de vue disons, de leur revenu, de la protection de leurs revenus, que nécessairement ils accepteront ce qui leur arrive. Ce qui est très difficile, c'est que c'est typiquement ce que nos économistes savent très mal faire. On a vu, enfin moi je vais prendre une analogie dans un autre domaine. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a une énorme persistance des chocs industriels qui ont été induits par la montée des exportations chinoises. On a vu ça aux États-Unis, ça a été fait diagnostiquer de manière locale, de manière très précise. On a vu ça en France, c'est exactement le même phénomène, c'est-à-dire que 10 ans, 20 ans après, les traces sont toujours là. Donc les problèmes locaux, je pense que ce sont de loin les problèmes les plus difficiles. Les problèmes sectoriels, c'est moins compliqué parce qu'à la fin, il y a différents types de reconversions qui sont possibles. Il faut faire de l'investissement sur la formation. Je pense que de ce point de vue-là, l'accent qui est mis sur la formation professionnelle et la transformation assez profonde du système de formation professionnelle qui est programmée, c'est une très bonne chose. Donc ça, du point de vue individuel, ça s'accompagne mieux. Du point de vue local, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Maintenant, je n'ai pas une connaissance précise de la dimension géographique de la question. C'est-à-dire où est-ce que, en dehors de quelques cas, mais qui sont aujourd'hui un peu secondaires, si on prend une perspective plus longue, qu'est-ce que ça veut dire territorialement? Je pense que c'est ça la question centrale. Oui, Lucie Schmitt, je suis vice-présidente de la Fabrique écologique. Moi, je voulais réagir par rapport à ton exposé, Jean, sur 2 points. Quand tu dis que Philippe Aghion a fait un article sur progrès techniques sales et progrès techniques propres, avant même la conférence de Paris, il me semble qu'il y a une question qui se pose en économie, c'est la question de la valorisation de la nature. Et je pense que depuis le début du petit déjeuner, on parle énormément progrès technique, activité humaine, industrie, mais on ne parle pas de cette question de la nature qui existe en économie. C'est-à-dire que la question de la valeur de la nature, la valeur à lui conférer, elle est aujourd'hui à la fois examinée par des économistes et des philosophes, et on est au carrefour, en fait, du projet de société. Donc là-dessus, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire? Parce qu'on a un de nos membres, Guillaume Sainteny, qui a écrit au moment de la COP21 un livre intitulé « Le climat qui cache la forêt ». Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a des manières d'aborder l'écologie de façon assez technique, et des manières de l'aborder de manière avec un autre récit, en fait, qui est un récit qui donne plus de place à la nature. Et là-dessus, il y a des questions posées aux économistes. La deuxième chose, c'est par rapport aux questions populaires, aux questions des inégalités sociales. On sait que, je tiens très loin le micro, mais bon, on sait que les inégalités sociales et environnementales sont souvent liées. Et donc, il y a un sujet d'externalité, de prise en compte de la pollution, de prise en compte des liens entre santé et environnement. Comment est-ce que l'État peut intervenir là-dessus ? Certes, les ménages populaires souffrent de devoir abandonner leur voiture diesel, mais ils souffrent aussi de la pollution plus que les classes privilégiées. Et est-ce qu'il n'y a pas là-dessus une action publique, une régulation particulière à faire? Et enfin, une question précise. S'il y a un progrès technique propre, comment est-ce que, à ce moment-là, le gouvernement, le politique peut accompagner ce développement du progrès technique propre? On n'est pas seulement du côté des ménages, on est aussi du côté des entreprises. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment vous allez encourager les entreprises, puisqu'il y a quand même un gros accent mis là-dessus dans l'action gouvernementale, qui font du progrès technique propre? Bon, pas mal de questions. Sur le premier point, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas un malentendu. La question de la valorisation de la nature, ça pose des tas dans un environnement, disons, statique. Dans un environnement dans lequel il n'y a pas d'incertitude. On sait à peu près faire. Alors ensuite, ça pose la question de savoir, ça pose des questions philosophiques, ça pose des questions de savoir est-ce que le prix est toujours le bon instrument. Mais enfin, on a un cadre conceptuel dans lequel on peut
on peut valoriser, on peut mettre des prix. Bon. Simplement, ce cadre conceptuel, c'était celui qui était implicite à la réflexion de Tirole sur l'accord de Paris. C'est-à-dire, on a une externalité, il faut mettre un prix dessus, il faut que ce prix soit un prix mondial, il faut que ce prix soit un prix certain, et à ce moment-là, l'ensemble des acteurs va jouer là-dessus. Ce qu'a apporté Aguillon, c'est de prendre une approche dynamique, c'est-à-dire c'est de dire, on est dans un contexte dans lequel on ne connaît pas l'orientation du progrès technique, et on peut orienter le progrès technique. On peut orienter le progrès technique, et rien ne nous dit que le progrès technique... rien ne nous dit que les technologies propres soient plus coûteuses durablement. Hein. Il faut que le progrès technique bifurque. Mais le progrès technique, il ne va pas bifurquer tout seul, parce qu'il y a cet effet d'accumulation du progrès technique passé sur des technologies salles. Et donc là, il y a une intervention publique qui est nécessaire pour conduire à cette inflexion, pour induire cette inflexion. Cette intervention publique, elle peut passer par des subventions, elle peut passer par une combinaison de subventions et de fixation de prix pour le carbone ou pour d'autres externalités. Et simplement, elle va déclencher quelque chose de dynamique qui va, du coup, changer les termes de l'équation. Et ce que je pense, c'est que ce que j'ai essayé de dire, c'est que si on essaie de comprendre comment peut fonctionner l'accord de Paris, il ne peut fonctionner que si on a un modèle de ce type. Si on a un modèle en tête, qui est un modèle dans lequel la dimension incertitude est moins présente, la dimension dynamique est moins présente, l'accord de Paris ne peut pas fonctionner. Hein, puisque il n'y a pas de raison que des acteurs économiques s'y mettent. Il ne peut y avoir de raison que les acteurs économiques changent leur comportement que si, au fond, le but de l'accord de Paris n'est pas d'arriver par les engagements à s'assurer qu'on reste en dessous des 2 degrés ou des 2 degrés et demi, mais qu'on atteint le seuil critique qui fait que la technologie change. Et à ce moment-là, ce qui est moins exigeant probablement, hein, et à ce moment-là, les acteurs ont intérêt à investir là-dedans. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que les industriels de l'automobile se disent quand est-ce qu'on arrête d'investir dans la prochaine génération de moteurs thermiques ? Et le jour où ils arrêtent d'investir dans la prochaine génération de moteurs thermiques, c'est fait, d'une certaine manière, hein, parce qu'on va avoir... le progrès technique aura changé. Voilà. Et donc, il me semble que c'est ça la question. Alors, ce n'est pas du tout contradictoire avec l'approche classique de l'économie publique, c'est-à-dire simplement que cette approche est incomplète, parce qu'elle raisonne trop en univers certain, alors qu'il faut raisonner plus en univers incertain. Sur l'aspect des ménages, je veux bien. Enfin, ce n'est pas nécessairement comme ça qu'ils perçoivent eux-mêmes les choses. Hein. Aujourd'hui, d'abord, ils n'ont pas nécessairement la même valorisation relative de la qualité de l'environnement et du revenu, hein, tout simplement. Et deuxièmement, le fait de dire qu'ils sont aussi directement ceux qui sont le plus touchés par la dégradation de l'environnement, c'est pas évident. C'est pas évident. Dire le ménage périurbain, c'est pas évident qu'il souffre particulièrement en tout cas qu'il en ait la perception. Donc il me semble que ce qui est la perception qu'il a, c'est que le coût de la vie périurbaine, qu'il a pu choisir d'ailleurs pour des raisons qui étaient une condition de vie, le coût de la vie périurbaine s'accroît massivement par le fait que le logement plus la voiture, ça devient prohibitif. Hein. Et ça, il n'y a pas grand-chose à lui dire sur le mode « vous allez y gagner ». Non, il ne va pas y gagner. Il ne va pas y gagner. Il est perdant parce qu'il a choisi un mode de vie qui est un mode de vie qui ne marche plus. D'ailleurs, il y a... Pour prendre quelque chose, il y a un papier qui est sorti récemment, Jean-Marc Vittori avait fait sa chronique sur la valeur de l'immobilier. Pourquoi l'immobilier, pourquoi est-ce partout on voit une augmentation de la valeur de l'immobilier urbain ? Eh bien parce que derrière, il y a une question qui est que pendant des années, enfin des décennies,
le progrès technique, ça a consisté à accroître la distance qu'on pouvait faire, et donc de développement du périurbain, parce que transport automobile, autoroute, etc. Et que ça étant fini, assez naturellement, ça valorise l'urbain. Donc sur le plan patrimonial aussi, c'est vrai qu'ils perdent aussi. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup, quoi. Ça fait des classes moyennes inférieures en grand nombre, auxquelles on est obligé de dire vous avez fait les mauvais choix et vous allez perdre. Et ce sont des gens qu'on va avoir du mal à aider parce qu'ils ne sont pas dans les situations nécessairement les plus précaires, les plus socialement les plus défavorisées. Ce sont des gens qui n'ont pas des très gros revenus, enfin qui ont des revenus de classe moyenne et qui vont perdre assez lourdement. Donc je pense que là, il y a quelque chose de très très difficile et inquiétant. Bonjour, Daniel Dubreuil de l'initiative Rénovons. En fait, je crois je suis assez d'accord avec tous les constats que vous dressez, mais on bute en fait sur une impasse propositionnelle, visiblement, puisqu'en gros, vous écartez l'idée d'un plan d'investissement massif public pour la transition écologique, qui pourrait notamment permettre de répondre en partie à la question de l'impasse dans laquelle se trouve une grande partie des personnes, que vous avez cité notamment dans le périurbain. Parce qu'effectivement, sur la question logement et transport, qui sont en fait finalement les grands déterminants de cette impasse pour cette cible que vous citez, il y aurait justement la place pour un acteur comme l'État pour investir justement dans des infrastructures qui permettraient d'amortir ce choc de transition. Donc vous laissez le choix seulement à la créativité, ou disons l'espace seulement à la créativité, et ça semble un peu limité comme proposition aujourd'hui face à l'ampleur du défi que vous reconnaissez. Non, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de place pour un investissement public, au contraire. Je dis simplement que cet investissement public, il doit pas être... il doit être mesuré par rapport à l'efficacité, à la finalité, à l'efficacité des instruments dont on dispose. Quand je dis il faut des instruments mixtes, c'est simplement de prendre en compte que les ressources publiques étant rares, les instruments mixtes, c'est ce qui permet de consacrer la dépense publique là où elle est irremplaçable. Bon. Alors elle est irremplaçable par rapport à des externalités qui ne peuvent pas être valorisées par le marché, par nature. Elle est irremplaçable par rapport à un certain nombre d'objectifs sociaux. Et simplement, à chaque fois, il faut la calibrer de la manière qui permet d'en avoir l'efficacité la plus grande. Alors, ce que je n'ai pas fait, c'est un chiffrage d'ensemble. Je ne sais pas, en fait, quelle est, et je n'ai pas connaissance, mais c'est peut-être erreur, simplement mauvaise information de ma part, je n'ai pas connaissance de travaux qui donnent qui fassent une évaluation complète de ces différentes dimensions. Je fais une parenthèse là-dessus, d'ailleurs, je suis frappé du fait, j'avais commencé à travailler là-dessus quand on était à France Stratégie, du caractère encore assez fragmenté de la connaissance sur les liens entre économie et transition écologique. Notamment, on avait fait une comparaison des modèles. Il ressortait qu'en fait, les modèles étaient loin d'être, les modèles utilisés, étaient loin d'aboutir à des éléments suffisamment solides et consensuels pour pouvoir nourrir de la décision publique. C'est-à-dire, on est encore dans la situation dans laquelle, selon le modèle qu'on prend, on a des résultats qui sont très différents. Et ça, c'est quand même un peu préoccupant quand on doit prendre des décisions lourdes. Alors, derrière la question que vous posez, la question de savoir combien il faut investir et comment on le finance. Alors, typiquement, on est face à des problèmes sur lesquels la dette publique peut être un bon instrument de financement. Alors, on sait tous les problèmes de niveau de dette publique qu'on a, les problèmes de soutenabilité, etc. Enfin, autant d'accumuler de la dette publique pour financer de la dépense courante, c'est critiquable.
autant dans une perspective de ce type, on pourrait parfaitement dire que voilà, et sous réserve de la question du progrès technique, parce qu'il ne faut pas se tromper, sinon plus il ne faut pas investir massivement avec des technologies qui vont être dépassées demain, donc qui ne sont pas les plus efficaces. Mais sous cette réserve, il est parfaitement justifié de dire que voilà, sur des problèmes intergénérationnels, la dette est un bon instrument de financement. Donc il me semble on doit aller nettement plus loin, un peu ce que je disais au départ quand je disais on sous-estime l'ampleur de l'effort à accomplir. On doit aller plus loin dans la programmation et dans la construction de l'ensemble des instruments qui vont être mobilisés pour ça. Mais encore une fois, tout ça, ça repose sur le fait qu'il y a suffisamment de crédibilité sur les trajectoires, notamment les trajectoires de prix, et la perspective qu'on a sur l'environnement global. Parce que financer par de la dette publique des investissements dont ensuite on s'apercevra qu'ils ne sont pas, le rendement social n'est pas ce qu'on imaginait parce qu'il y a des externalités partout et que du coup on est dans un environnement dans lequel les choses ne sont pas faites, ce serait du coup une perte sèche, disons, par rapport à ces finalités. Oui, merci. Gérald Dumas, en charge du développement durable à la CFDT. On a un petit peu parlé à l'instant des leviers qu'on pourrait solliciter pour financer ce besoin en investissement pour engager la transition. Vous parlez d'augmenter la dette. Il y a aussi quand même le levier de la fiscalité, notamment de la fiscalité environnementale plus incitative, dans un contexte où les gouvernements successifs prônent l'iso-fiscalité, comme ils l'appellent, c'est-à-dire pas de recettes supplémentaires. Du coup, quelle vision vous avez de ce besoin ou pas d'ailleurs de mutation de la fiscalité? À quelles recettes doit-on renoncer et sur quoi doit-on appuyer sur le plan environnemental? Si tu permets, il y a la caméra qui est en... Ah, pardon. C'est gentil. Pardon. Il ne faut pas opposer quand je dis la dette, pourquoi je parle de dette? Parce qu'on est sur des questions entre générations. Hein. On est sur des questions dans lesquelles il y a une génération qui doit consentir des efforts, et puis les effets s'en feront largement sentir sur les générations suivantes. Gros sujet, qui doit payer pour ça? Gros sujet, hein, gros sujet éthique, si vous voulez. Hein. Est-ce que c'est la génération actuelle parce qu'au fond, elle a bénéficié de toute une période dans laquelle on ne valorisait pas un certain nombre d'externalités, et donc elle en a bénéficié, c'est elle qui doit payer, et elle a un devoir vis-à-vis des générations suivantes, qui est de leur léguer un environnement vivable. Ou bien est-ce que c'est de dire une partie doit être payée par les générations suivantes, parce que les générations suivantes, c'est elles qui vont en bénéficier, et donc il était logique de répartir la charge entre la génération d'aujourd'hui et celle de demain. Et de toute façon, si la génération d'aujourd'hui ne veut pas payer, la génération de demain, elle aura probablement intérêt quand même à ce que les efforts soient faits, l'investissement soit fait, et même si elle doit payer une partie pour ça. Bon. C'est pour ça que ces problèmes sont horriblement compliqués, parce que les questions distributionnelles dont je parlais à l'intérieur, entre différentes catégories de ménages, elles sont démultipliées par les questions intergénérationnelles et par les questions internationales. Et c'est pour ça qu'au fond, toute vision trop normative, trop centralisée, trop de répartition des efforts a buté sur des problèmes insolubles, parce qu'ils posaient des problèmes éthique, philosophique, théorie de la justice, dans 3 dimensions à la fois, qui ne pouvaient pas être résolues. Bon, donc ce que je dis simplement, c'est ça la dette. Hein, c'est-à-dire, ça ne me choque pas qu'on se pose la question de savoir quelle est la bonne répartition. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout donner aux générations, faire payer aux générations suivantes. C'est une dimension qui peut entrer en ligne de compte. Ça ne s'oppose pas du tout à la fiscalité, hein, puisque la fiscalité, le principe de la fiscalité,
c'est que la fiscalité, elle n'est pas destinée à lever des ressources, elle est destinée à orienter les comportements. Donc si elle est destinée à orienter les comportements, l'économiste dira il faut consacrer une partie de ces ressources à compenser les perdants. Voilà. Et donc c'est ça l'isofiscalité. Alors il y a le fait de dire on a d'autres objectifs. Enfin on a d'autres objectifs, c'est vrai, on a d'autres objectifs, on peut s'en servir à la marge. Mais enfin la capacité d'utiliser les recettes fiscales pour réduire d'autres prélèvements et servir d'autres objectifs, c'est quand même limité par le fait que ces ressources fiscales, on a en partie besoin de les consacrer à des objectifs qui sont eux-mêmes soit traiter les conséquences, notamment les conséquences en termes de répartition du revenu de la fiscalité environnementale et par ailleurs accompagner un certain nombre de choses sur le plan des efforts à faire dans d'autres domaines. Donc j'opposerai pas les deux. Je pense que la fiscalité est un élément essentiel. Je pense que la fiscalité, encore une fois, fonctionne d'autant mieux qu'il y a une perspective qui est suffisamment crédible. Ce qui va orienter les comportements, c'est pas la fiscalité d'aujourd'hui. La fiscalité d'aujourd'hui, à la marge, c'est très, très insuffisante. C'est le fait que chacun va s'inscrire dans la perspective que la fiscalité, elle est sur une trajectoire. Donc il me semble que c'est ça qui est très important du point de vue des entreprises et même du point de vue des ménages. Juste sur ce point, pour compléter la question et être très concret, il y a maintenant dans la loi de finances une trajectoire carbone ambitieuse. J'ai cru comprendre de ton intervention liminaire, puis de ce que tu viens de dire, que tu pensais que... et qui pour le moment est sur un modèle de fiscalité de rendement, hein, c'est-à-dire pratiquement on encaisse les recettes de la taxe carbone et on les redistribue quasiment pas. Si je comprends bien ce que tu nous dis, y compris dans ton introduction, tu considères qu'il serait souhaitable que la logique redistributive soit davantage accentuée dans l'avenir sur cette évolution de taxe carbone, si on veut que ce soit soutenable pour un certain nombre d'acteurs économiques. Est-ce que je reflète bien ta pensée en disant ça ? Oui, je pense qu'on fait face à... Alors, on est aujourd'hui dans une situation qu'on connaît, hein, qui est tendue sur le plan des finances publiques. Le fait de dire on a une nouvelle ressource, on va immédiatement déterminer comment on va la dépenser et comment on va la redistribuer, c'est pas facile d'un point de vue budgétaire. Mais je pense que la dimension d'utilisation de cette ressource pour trouver d'une manière efficace comment compenser les perdants, c'est une dimension essentielle. Alors c'est pas vrai que ça se fait pas, hein. Ça se fait avec un certain nombre de mesures qui ont été annoncées. On va voir ce que ça donne. Il y a un problème de calibration et on verra si la calibration tient le choc. C'est pas certain. Alors, bonjour, Thomas Bleusville, journaliste indépendant. Moi j'avais une question, savoir si vous pourriez expliciter sur ce que vous avez dit sur le débat sur la nature de la croissance, le contenu de la croissance, pour savoir, petit 1, si c'est une réflexion qui avance, et petit 2, si ça avance concrètement ou si ça reste encore assez théorique. Merci. Alors, c'est un problème qui est posé depuis un certain temps. On n'avance pas beaucoup. On n'avance pas beaucoup au sens où tous les gouvernements ont plus ou moins retenu l'idée qu'il fallait élargir le champ de ce qu'on regarde et des objectifs publics. En France, on a eu la loi SAS. On avait contribué à France Stratégie, définir un ensemble de variables pour un tableau de bord. Ça n'a strictement aucun effet. C'est totalement ignoré. Et c'est à peu près partout, je crois, le cas. C'est-à-dire que l'idée qu'on peut compléter le PIB avec d'autres indicateurs, elle est très naturelle, puisque l'alternative, ce serait de dire on change la mesure de la croissance. Et changer la mesure de la croissance, ça pose des problèmes
horriblement compliqué, consistant à dire précisément comment on va valoriser un certain nombre d'autres choses, puisque la croissance, le PIB, c'est une unité monétaire. Donc il faut un prix sur chaque chose pour pouvoir l'inclure dans une mesure alternative du PIB. Et ça suppose des conventions sur lesquelles on est très loin de pouvoir savoir comment on va valoriser un certain nombre de choses. Alors il y a des choses qu'on peut valoriser plus facilement que d'autres. Mais ensuite, quand on va parler de, je sais pas quoi, d'équité dans la distribution, ou quand on va parler de problèmes intertemporels, etc., ça va devenir horriblement compliqué de valoriser. D'où l'idée que, ou de biodiversité par exemple, hein, comment on valorise ça, d'où l'idée qu'on complète. Alors, on est dans le constat que valoriser, on n'ose pas, compléter, ça n'a pas d'effet. Voilà. Et du coup, on a une mesure de la croissance qui est une mesure traditionnelle, qui est celle sur laquelle les gouvernements communiquent, qui nourrit le débat quotidien sur la performance économique. Et puis on a à côté d'autres objectifs, et du coup on perpétue cette idée que les deux sont en opposition. Bon. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution technique à ce problème-là. Hein. Je ne pense pas qu'on ait une solution technique à ça. Ce que je dis simplement, c'est dans le débat qui est plus large, qui est est-ce qu'il faut choisir la croissance ou est-ce qu'il faut choisir d'autres objectifs, essayons de réconcilier, essayons de ne pas d'opposer les deux. Je trouve que la manière dont le débat est posé entre... Alors, le regard collectif a changé sur la croissance. Hein. C'est très frappant avec des étudiants. Aujourd'hui, la croissance, ils n'achètent pas les étudiants. Hein. Donc, ils pensent que la croissance, c'est un sujet du passé. Ils sont à la fois très sceptiques et très dubitatifs sur la valeur de cet objectif. Donc il y a une base. Mais construire sur cette base, il me semble, il faut qu'on construise collectivement quelque chose qui ne fonctionne pas sur le mode de l'opposition, parce qu'encore une fois, cette opposition, me semble-t-il, est stérile, qui fonctionne sur le mode des objectifs, et qu'on arrive à expliciter des choix, parce qu'il y a des choix derrière, bien sûr. On arrive à expliciter des choix. On arrive à expliciter des choix en termes de revenus contre qualité, par exemple. Mais qu'on n'arrive pas, qu'on sorte de la figure qui me semble être, encore une fois, fausse, qui consiste à dire, eh bien, on va faire l'un ou l'autre. Hein. Donc ce sont des choix à la marge qui vont, dans un certain nombre de cas, être des choix dans lesquels on va opposer ce que pourrait être un gain en revenu par rapport à ce que peut être un gain en termes de qualité de vie et de soutenabilité. Alors, il y avait une question là. Merci. Dominique Bidot, je suis consultant en développement durable. Juste une question, on évoque souvent le problème du coût de l'environnement. Mais on a également d'autres études qui nous disent que la pollution de l'air, ça nous coûte 100 milliards. Ce n'est pas le coût de l'environnement, c'est le coût du non-environnement, si je puis dire. Le bruit, c'est 60 milliards par an, tout ça, d'euros. Et donc, comment les économistes intègrent... Parce qu'on voit ces chiffres sortir, mais on a l'impression que c'est prêché dans le désert, c'est-à-dire que ça ne produit rien. Et on peut d'ailleurs élargir. Hein, France Stratégie a sorti une étude sur le coût des discriminations. C'est plusieurs points de PIB. Le coût des inégalités, l'OCDE nous dit que c'est un frein à la croissance, etc. Donc on voit bien que le non-respect, du moins, de ce qu'on peut appeler les objectifs de développement durable, de manière plus globale, coûte beaucoup d'argent. Alors comment les économistes intègrent-ils cette... Là, ils intègrent, mais enfin là, si je comprends bien ce que vous dites, on parle de choses qui sont très différentes, parce que quand on parle du coût des discriminations ou du coût des inégalités, on dit en quoi est-ce que les discriminations et les inégalités sont un frein au développement économique. Et ça, c'est assez simple, puisque dans un cas comme dans l'autre, ça se mesure in fine en termes d'output, en termes de PIB au sens traditionnel. Hein. Pourquoi les discriminations, c'est mauvais ? Parce que si vous avez une partie de la population qui est
soit à l'écart de l'emploi, soit à l'écart d'emploi auquel elles pourraient prétendre, c'est un coût économique direct. Vous savez qu'aux États-Unis, aux États-Unis en 1960, 95% des médecins étaient des hommes blancs. Aujourd'hui, c'est 60. Bon. Le fait simplement d'avoir permis un meilleur appariement entre les compétences et les fonctions, c'est probablement un quart de la croissance américaine pendant la période de 1960 à aujourd'hui. Mais c'est de l'économie classique. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. Donc ça, c'est pour les discriminations. De la même manière, pour les inégalités, c'est très simple. Hein. Les inégalités, quand vous avez des inégalités, vous avez une partie de la population qui a beaucoup moins accès à l'éducation. Vous avez du coup un effet qui se mesure en termes d'impact sur la productivité future. Voilà. Alors maintenant, quand on parle de ce que vous disiez sur le bruit, sur la pollution, on parle d'autre chose, c'est-à-dire on parle de la valorisation pour des raisons qui sont des raisons de santé ou qui sont des raisons de bien-être. Comment ? Il y a des coûts objectifs sur la santé, de perte de productivité au travail, etc. Oui, mais c'est pas forcément... Oui, non, mais... Non, mais c'est pas du ressenti, mais quand on parle... si vous voulez, quand on dit... Quoi ? Oui, mais c'est pas ça qu'on valorise. C'est pas ça qu'on valorise. Quand on va valoriser, en général, on va valoriser deux types de choses différentes. On va valoriser le fait de dire, je sais pas, le fait de dire ça réduit l'espérance de vie. Bon, réduire l'espérance de vie, ça peut se valoriser en termes de... On va valoriser le fait de dire ça réduit la qualité de la vie. Mais enfin, c'est pas on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas d'un impact. On parle en partie d'un impact direct sur le niveau du PIB à travers des questions comme la santé au travail, les jours de congé maladie, etc. Bon, mais je ne connais pas le détail de ces études, mais à mon avis, ça doit être une composante mineure par rapport à d'autres dimensions qui sont de la valorisation d'éléments de bien-être. C'est la moitié, c'est la perte de productivité au travail, sur la pollution atmosphérique. Non, le bruit. Il y a des gens qui dorment mal et qui arrivent mal à un boulot, et la productivité est plus également, mais c'est finalement moins important, la perte de productivité dans les ambiances sonores. Il y a plusieurs aspects. Il y a le fait que les gens arrivent fatigués. À la suite, ils ont mal dormi, ils ont passé beaucoup de temps dans les transports bruyants, etc. Il y a un stress, quoi. Et ce stress se paye en argent comptant, si je puis dire, par l'entreprise. Donc on est exactement dans le même modèle que celui que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire c'est effectivement où c'est le dysfonctionnement du système de transport qui fait que les gens arrivent en retard au travail et qu'avec toutes les pertes de productivité que ça implique, etc. Oui. Ça, là, on est dans des choses classiques qu'on peut parfaitement mesurer. Hein. On n'en voit pas le même résultat parce que, d'abord parce qu'il me semble qu'il y a un problème de prise de conscience sur un certain nombre de sujets comme ça. Et puis ensuite, évidemment, ce que ça suppose, c'est de l'action publique. Parce que derrière ça, il y a la question de savoir quels sont les bons instruments. Et évidemment, le fait de savoir ensuite, par rapport à d'autres priorités, comment est-ce que ça se situe. Mais je pense que ça pose effectivement pas de problème conceptuel, ça pose des problèmes concrets de priorité et de décision. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Oui. Oui, une dernière. Oui, bonjour, Antoine Lanuzel, je suis rédacteur en chef à la revue Oui Demain. Juste derrière vous, si certains veulent découvrir. J'avais une question pour un peu déporter notre regard, ça tombe bien que ce soit la dernière, sur la Chine et la
croissance verte chinoise, parce qu'aujourd'hui on parle d'investissement, c'est le pays qui reçoit le plus d'investissements dans les énergies renouvelables dans le monde. Dans le même temps, 1,5 milliard d'habitants, une classe moyenne qui demain sera à 500 millions. Alors admettons que tous ces gens roulent en voiture électrique, ils rouleront quand même en voiture. Quel est votre regard d'économiste sur ce modèle de croissance verte chinoise? Et puisqu'on parle de réchauffement climatique, on est face à une pièce maîtresse du puzzle. D'abord, on est quand même face à un cas extrême de disconnexion, de déconnexion entre disons, l'objectif économique et la qualité de la vie. Il est vrai que je pense qu'on n'a probablement jamais vu ça. C'est-à-dire un modèle de développement orienté plus que partout ailleurs vers la croissance quantitative pendant longtemps, à tel point que le chiffre de croissance du PIB, c'est l'indice du succès du Parti communiste chinois, et qu'on a des leaders qui s'engagent sur 7,5, et si si le chiffre qui tombe c'est 7,2, c'est un échec massif. Donc l'importance donnée à la croissance quantitative a été pendant des années quelque chose d'invraisemblable, et alors même que l'écart entre cette croissance quantitative et ce qu'on pourrait correctement valoriser en prenant en compte tous les effets collatéraux est probablement plus important que partout ailleurs. Voilà. Donc cet écart finit par devenir un problème politique massif, mais moins sur les aspects, évidemment, climat, que sur les aspects de pollution locale. C'est-à-dire que ce qui est frappant en Chine, c'est que quand on arrive quelque part et que les gens regardent sur leur smartphone et vous disent aujourd'hui, on est à tel niveau au-dessus de la norme, bon, c'était mieux qu'hier, parce que hier, on était 3 fois au-dessus de la norme ou 5 fois au-dessus de la norme, et aujourd'hui, on n'est plus que 4 fois. Donc quand ça devient ce niveau de conscience dans la vie quotidienne, ça montre à quel point c'est devenu un problème politique central. Mais il y a une corrélation entre ces problèmes de pollution locale et les questions climatiques, qui n'est rien d'autre qu'une corrélation. Bon. Donc ça nourrit une prise de conscience accélérée, et en plus, ça nourrit du côté chinois une stratégie industrielle qui est extrêmement forte, qui consiste à dire qu'en faisant ce leapfrogging, ils ont des chances supplémentaires de déplacer les producteurs, les industriels en place, comme ils l'ont fait sur les panneaux solaires, comme ils ambitionnent de le faire sur les batteries, comme ils ambitionnent de le faire sur un certain nombre d'autres choses. Donc, bon, la course de vitesse entre les aspirations de la classe moyenne chinoise, qui effectivement aspire quand même à un mode de vie traditionnel occidental, qui veut peut-être une voiture électrique, mais qui veut surtout une voiture qui veut se déplacer, etc. Et cette transition, oui, c'est le grand enjeu. C'est le très très grand enjeu. C'est vrai que... Enfin, on peut être, je pense, un petit peu plus optimiste qu'on l'était il y a quelques années. Il y a quelques années, ce qu'on voyait, c'était un pays engagé dans une croissance quantitative, engagé dans un rattrapage, sans aucune conscience de ses problèmes. Aujourd'hui, la vitesse avec laquelle les questions environnementales sont devenues des questions de premier rang en Chine, c'est même les questions autour desquelles largement se structure le débat politique. C'est le domaine dans lequel le Parti communiste a laissé un débat politique se développer. Le débat politique, il ne se développe pas ni sur les inégalités, ni sur, évidemment, les questions de droits de l'homme, etc. Il se développe là-dessus. La soupape a été ouverte là-dessus. Ça montre bien à quel point c'est devenu rapidement un sujet très important. Donc je pense qu'on peut être un peu plus optimiste, ce qui ne veut pas dire totalement optimiste. Merci. Alors pour conclure, tu connais notre tradition. Oui. Nous souhaitons que tu formules 3 vœux. Un vœu toujours pour réussir la transition écologique, un vœu au secrétaire général de l'ONU, un vœu au président de la République et un vœu aux citoyens.
Alors, je vais être méchant, je veux dire, je ne demande rien au secrétaire général des Nations Unies. Parce que je pense qu'on est... voilà, les grandes institutions internationales traditionnelles, et en dépit de tout le respect que j'ai pour Antonio Guterres, ont échoué dans ce domaine. Enfin, elles sont pas... enfin, le modèle des Nations Unies a dysfonctionné. Donc on est passé au-delà, on est passé ailleurs. Donc on est passé dans quelque chose dont on ne sait pas si ça va marcher. On est passé dans des choses qui sont des formes d'interaction internationale qui sont incertaines. Mais au fond, le système des Nations Unies s'est arrêté avec Copenhague. Et donc, il me semble que là-dessus, on a échoué. Sur la biodiversité, on a échoué. Sur les forêts, on échoue. Le système traditionnel des organisations internationales dysfonctionne. Voilà. Alors, je le regrette. Je pense que le système traditionnel des organisations internationales a eu beaucoup de vertus. Qu'on avait construit des éléments d'un ordre international qui était... dont on a même espéré à un moment donné qu'il pourrait être complété avec une organisation mondiale de l'environnement, qu'on avait le commerce, on avait la finance, on avait le développement, on pouvait avoir l'environnement, on pouvait construire une architecture de ce type. On a ambitionné de construire, c'est le mouvement des années 90, dans lequel on ambitionne de construire une architecture de ce type et de la compléter. On est arrivé, il me semble, au constat que ce n'est pas là que ça se passe. Voilà. Ce sont d'autres formes qui sont des formes qu'il faut d'ailleurs comprendre parce qu'elles sont multiples, elles sont surprenantes, elles ne sont pas nécessairement a priori efficaces, mais il faut essayer de comprendre dans quelles conditions elles peuvent être efficaces. En tout cas, ce n'est pas le système traditionnel. Le président de la République, je disais tout à l'heure que c'est la première fois en France qu'une campagne a intégré, enfin une campagne de quelqu'un qui a gagné, a intégré autant, de manière aussi claire, la dimension écologique. Je pense que ça s'est relativement peu entendu. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui a été très entendu, ça n'a pas forcément été très porté dans la campagne. Il faut dire que c'est une campagne qui a été étrange. Il y a eu très peu de débats sur le fond, pour des raisons de défaut de combattants. Donc il y a eu très peu de débats sur le fond. Les débats ne se sont pas noués. Chacun a entendu un peu ce qu'il voulait, mais il me semble que autant chacun a entendu transformation du Code du travail, un certain nombre de réformes de ce type, autant chacun a entendu l'Europe, autant je ne suis pas sûr que les citoyens aient beaucoup entendu cette dimension-là, alors encore une fois qu'elle était présente. Donc il me semble qu'il y a une nécessité de l'habiter, une nécessité de la porter, de donner une visibilité à cette ambition. Au-delà de ce que peut faire le ministre lui-même, il me semble qu'il y a une question si on est d'accord, et je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est une question de premier rang, une question politique de premier rang, il faut qu'elle vienne au premier rang. Il me semble qu'elle n'est pas venue au premier rang encore, et donc je pense que ce que je souhaite, c'est que le président, à un moment, la porte comme un sujet de premier rang. Alors il l'a porté comme un sujet de premier rang sur le plan international, mais il ne l'a pas porté comme un sujet de premier rang sur le plan interne. Voilà, donc il me semble que c'est ça. Sur les citoyens, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas un débat... la qualité du débat ne reflète pas l'importance du sujet. Je pense qu'on a collectivement un débat qui n'est pas suffisamment bien construit, qui n'est pas suffisamment... qui assez facilement se construit autour d'oppositions qui ne me semble pas refléter la réalité. Il me semble que ce dont la société française a besoin, c'est de construire en son sein
un débat à la mesure du sujet, à la mesure du sujet dans toutes ses dimensions, à la fois en termes de choix économiques, à la fois en termes d'impact redistributif, à la fois en termes d'organisation de l'espace, ces sujets dont on n'a pas beaucoup parlé, de système énergétique, etc. Et il me semble qu'on a trop hérité, au fond, de décennies de lutte un peu frontale entre les partisans de la croissance et les partisans de l'environnement. Je pense que c'est plus du tout la question aujourd'hui et qu'il faut arriver du coup à construire le débat qui soit à la mesure des défis qu'on a.